Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Entre la crise agricole, la dermatose nodulaire et la baisse drastique de sa fréquentation, le Salon de l'Agriculture 2026 n'est décidément pas comme les précédents. Derrière les stands, des producteurs portent des badges non au Mercosur encore. L'ambiance est morose. En toile de fond, une politique européenne qui maltraite la paysannerie française. On en parle avec l'eurodéputé du Rassemblement national, Christophe Bay. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe Bay, merci d'être avec nous en studio sur Sud Radio. J'étais hier moi-même dans les couloirs du Salon de l'Agriculture. Année millésime un peu morose, pas de bovins, et puis une situation agricole de plus en plus tragique, et les agriculteurs que je rencontrais, moi je dis les paysannes et les paysans dont certains sont des amis, même ceux qui me disaient on a quand même cru en l'Europe à un moment donné, là on commence à être très inquiet, on ne voit même plus à quoi ça peut nous servir. Il y a eu les avantages de la PAC à un certain moment, mais là, les programmes qui nous sont annoncés sont totalement terrifiants. Ne serait-ce que la renégociation de la PAC, on va donner les chiffres. On est à 371 milliards. On aurait dû, pour maintenir le coût constant, passer à 480. Et là, on va avoir 291, voilà, au frais de qui? Et puis le Mercosur qui va s'appliquer. Et monsieur le député, d'autres joyeusetés. Qui attendent hélas nos agriculteurs, oui, on peut en parler effectivement, notamment si vous avez aimé le Mercosur, vous allez adorer l'accord avec l'Australie. Donc l'Union européenne sous la direction de von der Leyen est partie dans une frénésie d'accords de libre-échange. Le premier, bien sûr, qui va impacter fortement le monde agricole et nos paysans. Je dirais même que maintenant, pour être paysan en France, faut être un véritable héros. Oui, c'est de la résistance. C'est de la résistance, tout à fait. C'est bien sûr le Mercosur. Alors, le Mercosur, c'est une aberration d'abord temporelle, historique. Ça fait 25 ans qu'il était négocié. Bon, comme quoi ça posait quand même quelques problèmes. Oui. Bon, il est totalement dépassé dans son architecture, puisque on le voit maintenant, les États, les États-Unis, la Chine se protègent. Bon. Il n'y a plus que l'Union européenne avec von der Leyen qui pense qu'il faut ouvrir encore nos frontières, et notamment dans le domaine agricole. Un petit rappel, monsieur le député, ça vient d'où? L'acte unique européenne 86, Jacques Delors, on est d'accord, c'est pas une idée de droite, c'était une idée de gauche. C'était avec Mitterrand qui disait il faut ouvrir, voilà, il faut ouvrir à la mondialisation. Tout à fait, oui, bien sûr. Ça dégoulinera, alors il y aura la mondialisation heureuse, c'était il y a un quart de siècle, c'était la mondialisation heureuse. Voilà. La facture dit quoi aujourd'hui de cette mondialisation heureuse? On va le voir, puisque je disais déjà, donc ils ont provisionné 1 milliard déjà pour compenser les pertes de marché de nos agriculteurs. Et puis cet accord est une aberration dans tous les domaines. C'est une aberration agricole, c'est une aberration environnementale, et un sujet qui est moins abordé, pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais je vais quand même me permettre d'en dire un mot. Vous êtes là pour ça? C'est aussi une aberration industrielle. Oui, ça, on est bien d'accord. Un mot, si vous voulez bien. Alors d'abord, une aberration agricole. Quand sur le même segment, on produit les mêmes choses, mais avec un salaire minimum qui est de 300 € au Brésil, vous imaginez... on ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. Ça sera encore plus vrai dans le domaine industriel. Deuxièmement, c'est une aberration en termes de produits. Depuis maintenant 20 ans, l'Union européenne s'est imposée des règles, des normes très strictes en matière sanitaire, en matière d'hygiène. Dont on se félicite. À condition que ça soit pour tout le monde. Voilà. Bon. Et alors, c'est pas le cas avec les Brésiliens, puisque nos amis brésiliens utilisent des produits, que ce soit des produits sanitaires, médicamenteux, ou pour nourrir les animaux, qui sont soit avec des OGM, soit par exemple des antibiotiques qui sont interdits depuis 20 ans au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est interdit d'utiliser chez nous. Chez nous, totalement. Mais on va autoriser l'importation en Europe de produits qui sont totalement dangereux pour notre banc. Le président de la République a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Oui, mais qu'il veillait au grain. Mais bien sûr. Alors moi, je vais vous donner un exemple très concret, Monsieur Degas. On a ma commission, donc la commission du commerce international, a envoyé une mission de contrôle, d'information au Brésil. Et donc, elle a visité le port de Santos. Le port de Santos, chaque jour, 15 000 containers partent vers l'Europe. 15 000 containers. Bon, vous savez combien il y a de contrôleurs sanitaires? 34. Pour 15 000. Pour 15 000
containers qui partent tous les jours. Monsieur le député, je me suis laissé dire qu'il passe souvent par Le Havre, voire Marseille, où les 34 fonctionnaires font leur travail et que pour éviter ce peu de contrôle, ils vont maintenant par Rotterdam. Ah oui, bien sûr. Et comme les Pays-Bas ne posent aucun contrôle, par ici la monnaie, vous pouvez rentrer comme vous voulez. Vous vous rendez compte Emmanuel Macron a dit, vous en faites pas, il va y avoir des contrôles. Alors des contrôles au départ. Et donc au port de Santos au Brésil, c'est 34 inspecteurs sanitaires pour 15 000 containers. Alors il n'y a pas que des containers agricoles, mais vous imaginez, c'est 34 au total. 34, on dit bien au Brésil, parce que j'ai parlé de Du Havre et de Marseille, vous parlez des 34 contrôleurs qui sont au Brésil, au départ de la marchandise. Voilà. Et ces 34, alors, si vous enlevez les congés et les récupérations, vous imaginez le nombre de... Oui, il y en a c'est un effectif total. Une quinzaine au mieux, voilà. Bon, voilà. Donc cet accord est une aberration qui va avoir des conséquences dramatiques pour nos paysans et notre agriculture, parce que bon, il n'y a pas que le Mercosur. Nos agriculteurs sont pris dans un étau. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les facilités qui ont été données à l'Ukraine. Oui. Qui en termes agricoles, je dis pas qu'il faut pas aider l'Ukraine, c'est pas le sujet, mais on rappelle le poulet dédouané. Alors le poulet, quand vous achetez votre poulet en supermarché et plus encore chez votre boucher, c'est du poulet français en général. Mais par contre, quand vous achetez un sandwich ou quand vous allez dans la restauration collective, 90% des poulets ne sont pas d'origine. La traçabilité pas marquée sur la carte du menu du restaurant. C'est terminé, donc on ne sait pas ce qu'on a dans nos assiettes. Bon, voilà. Donc en fait, nos agriculteurs vont être pris dans un véritable étau donc à la fois par les facilités accordées à l'Ukraine, et puis cette frénésie, comme je le disais, cette frénésie d'accords de libre-échange. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut dire une chose, Monsieur Légas, c'est que l'Union européenne telle qu'elle est conçue actuellement est une Union européenne allemande. Bon. Alors, on l'avait compris. Mais je donne aussi un exemple très concret. Bon, on connaît bien sûr Madame von der Leyen. Qui n'est pas roumaine ni hongroise, je précise. Mais, voilà. Au sein du Parlement européen, vous avez 4 commissions stratégiques. L'industrie, la défense, le commerce international et les affaires étrangères. Oui. Eh bien, ces 4 commissions sont tenues par des Allemands. Tiens. Voilà. C'est un pur hasard. Je rajoute une petite cerise sur le gâteau, c'est que la directrice générale du commerce international, qui est une femme au demeurant éminemment compétente, est aussi allemande. Voilà. Donc le couple franco-allemand n'existe que dans la tête des Français. Ça, je peux vous dire. Parce que, par exemple, vous prenez la commission du commerce international et de l'industrie, eh bien, d'une mandature à l'autre, le SPD, donc les socialistes allemands et les conservateurs allemands, s'échangent mutuellement, ils se mettent d'accord entre eux, voilà. Donc ça reste dans le précaré allemand, et la France n'existe plus au sein des instances européennes. Quand certains économistes nous disent, qui sont tout à fait respectables et patentés, l'euro c'est le nouveau nom du Deutschmark, en fait on a pris une monnaie qui était à l'étiage des besoins économiques de l'Allemagne, et on le paye cher aujourd'hui aussi. On le paye très cher parce qu'on a un euro très fort, bien entendu, et ça nous coûte très très cher. Alors je dis pas c'est pas dans notre programme au sein du Rassemblement national de sortir de l'euro. Non, mais repenser peut-être une monnaie commune ou unique, mais celle d'aujourd'hui est un fléau pour l'économie française. C'est un peu, on ne sait pas trop où veut aller Emmanuel Macron sur cette histoire de groupe privilégié des 6. Il y a un peu de cette idée. Enfin bon, on sort un peu de notre sujet. Donc voilà, on est donc là-dessus en fait. Emmanuel Macron avait 7 ans pour s'opposer au Mercosur, il ne l'a pas fait. Alors il l'a fait à un moment donné. Ensuite, il a dit que c'était possible. C'est exactement ça. On en est où exactement ? Quelle est la position de la France officielle aujourd'hui par rapport à la signature de ce traité? Alors, et Emmanuel Macron, en fait, c'était semaine A, semaine B. Semaine A, quand il était avec Lula, il fallait absolument signer cet accord. Et puis après, semaine B, quand il était en France, il dit non, faut pas le signer. Alors, c'était sa dernière position. Mais c'est un monument de cynisme et d'hypocrisie. Puisque il sait pertinemment que cet accord devait être adopté à la majorité qualifiée. Oui. Et non pas à l'unanimité. Ce qui est d'ailleurs effectivement une rupture du mandat, puisque le mandat initial qui avait été donné par le Conseil, c'est-à-dire par les États à la Commission, c'était de signer un accord global, commercial, environnemental et politique et social avec le Brésil. Oh là, mais ça impliquait l'unanimité. Qui a poussé au vote à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité? C'est certains pays, certains intérêts? Alors, c'est dans le traité le TFU, le fameux traité. Oui, mais les lobbies ont poussé fort quand même pour qu'il y ait... Bien sûr, mais enfin, ça a été adopté par... ça a été adopté et le gouvernement français l'a validé. Et hélas, à marche forcée, comme on le sait, en France, avec le refus des Français, qui a été balayé ce coup-ci par Nicolas Sarkozy. Bon, enfin, tout ça pour dire à vos auditeurs que ce système est profondément vicieux et que Emmanuel Macron
savait pertinemment ce qu'il faisait, puisqu'il savait très bien qu'il avait besoin il avait besoin d'une majorité qualifiée. Donc il pouvait dire, je vais m'opposer. En fait, il savait que ça passerait quand même. Il savait que ça passerait. Il savait, voilà. Donc en fait, il a trompé les Français une fois de plus. Il a trompé surtout nos paysans et nos agriculteurs. Christophe B, est-ce qu'on peut dire non? République française, est-ce qu'on peut jouer la subsidiarité, la chaise vide, comme disait le général de Gaulle? Est-ce qu'on peut dire à un moment donné, est-ce qu'il y a ce que j'appelle un droit de réserve, en disant toutes les dispositions du Mercosur qui porteront un préjudice à l'intérêt de la France et de son agriculture, eh bien nous ne les appliquons pas, nous ne les respectons pas? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Monsieur Desgars, je vous répondrai oui en 2027 quand le Rassemblement national aura gagné la présidentielle. D'accord, voilà. mais pour l'instant, non. Ce n'est pas possible. Vous dire c'est irréversible. Alors, pour l'instant, ce qui est encore possible, et ce qui embête bien Madame von der Leyen, c'est qu'elle veut appliquer le Mercosur par anticipation, c'est-à-dire sans passer par le Parlement européen. Le dernier obstacle possible... Elle a perdu un vote d'ailleurs là-dessus. Elle a perdu un vote puisque grâce à l'action du Rassemblement national, on a réussi donc à demander l'avis de la Cour de la justice européenne, mais qui est un moment transitoire. Bon, oui. Le moment fatidique, ça va être quand cet accord sera ratifié ou pas ratifié, enfin sera présenté au Parlement européen. On ne connaît pas la date, parce que pour l'instant ils sont bien embêtés, parce que la majorité, elle fluctue. C'est notre dernier espoir, c'est de pouvoir le stopper au niveau du Parlement européen. Bon. On ne sait pas, les votes seront certainement très serrés, mais je ne peux pas vous dire à ce stade dans quel sens ça va. Donc ça laisse une incertitude énorme pour nos paysans et nos agriculteurs. Je vous recevrai à ce moment-là, on vous rappellera, on verra l'évolution et vous nous direz ce qui s'est passé et quels ont été les véritables enjeux. Voilà, donc on croise les doigts. Et qui a voté quoi surtout? Et qui a voté quoi, voilà. Non mais il faut que les gens sachent que c'est facile de faire des déclarations, mais ensuite quand on est dans l'enceinte du Parlement européen et qu'on vote des lois dont on n'a pas parlé ou qu'on a dit qu'on voterait contre, c'est sûr que c'est problématique. Alors moi, en complément de votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors effectivement, les parlements nationaux sont exclus. Par contre, dans notre programme, au Rassemblement national, on a deux idées. La première, c'est l'exception agricole, c'est-à-dire on sort les accords agricoles du Mercosur et surtout, on développe le localisme, les productions locales. Je vous réinviterai pour en parler. Merci d'être venu, Christophe, et merci d'avoir été venu. Allez, vous restez bien.